un podcast ici. Peter et Anna Malik, Gunther et Julie Cole s'activent en silence dans le vaste grenier. Les fenêtres ont été soigneusement obstruées, de sorte que la lumière soit invisible de la rue. Tandis que les hommes se débattent au milieu d'une montagne de tissus, les femmes découpent de longues pièces triangulaires et les assemblent entre elles à l'aide d'une machine à coudre vieille de 40 ans. Lorsque la pétarade d'une Trabant ébranle les vitres de l'immeuble, chacun suspend son geste, le cœur au bord des lèvres. Car, si l'activité incroyable à laquelle se livrent ces jeunes Allemands était découverte, la punition qui leur serait infligée anéantirait d'un coup leur existence. En cette nuit du 8 novembre 1978, des bourrasques de neige s'abattent sur Posneck, une bourgade située à 65 km à l'est du sinistre rideau de fer qui, depuis 1949, sépare l'Allemagne en deux pays rivaux. Dans le grenier chichement éclairé, les jeunes couples se dépensent sans compter. Un mois plus tôt, ils ont fait l'acquisition, dans une coopérative, d'un coupon de 800 mètres de coton brun. Pour justifier cet achat incongru, ils ont prétexté être en charge de la fabrication de tentes pour un camp scout. Une fois leur butin transporté clandestinement, ils se sont employés à fabriquer une enveloppe de 20 mètres de diamètre et de 25 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Dès lors, il ne reste plus aux amis qu'à construire une nacelle et à l'équiper d'un brûleur à gaz. Car comme des milliers de compatriotes, Peter et Anna, Gunther et Julie nourrissent le rêve insensé de passer à l'ouest, de fuir un État qui a transformé leur existence sans joie en cauchemar quotidien. Mais alors que d'autres tentent de quitter le pays en creusant des tunnels sous le mur de Berlin ou en affrontant la Baltique sur des radeaux de fortune, les Malik et les Cole ont décidé, eux, de gagner la liberté à bord d'un ballon de leur fabrication. La première tentative d'évasion se solde par un échec. Transportée dans une clairière isolée à 25 km au nord de la frontière, la montgolfière, à peine gonflée, se vide comme une baudruche, le tissu s'avérant poreux. Au cours des mois qui suivent, les amis testent quantité de tissus, comparant leur résistance à la chaleur et leur imperméabilité au gaz. Ils finissent par arrêter leur choix sur un épais taffetas qu'ils achètent à Leipzig, en se faisant passer cette fois pour les membres d'un club de navigation à voile. Puis ils parcourent plus de 4000 km à travers le pays pour compléter discrètement leur équipement, engloutissant dans leurs achats la totalité de leurs économies. Dans la nuit du 17 mars 1979, les fuyards se rendent discrètement à l'orée d'une forêt et étalent l'enveloppe sur le sol. Tandis que Julie réconforte les 4 enfants qui les accompagnent, âgés de 4 à 11 ans, Anna et Gunther maintiennent ouverte l'embouchure de la Manche vers laquelle Peter dirige un lance-flamme artisanal. Un jet de feu long de 8 mètres s'engouffre en ronflant dans les plis du tissu. Bientôt, l'énorme globe plane dans l'obscurité. « Grimpez vite dans la nacelle !» hurle Peter. « Les amarres vont lâcher !» Adultes et enfants s'entassent comme ils le peuvent sur la plateforme, un cadre en bois recouvert d'une mince feuille de métal, avec pour garde-fou une simple corde à linge. À peine Peter a-t-il rejoint les autres que la traction verticale arrache les piquets qui retenaient les amarres, blessant 2 enfants au passage. Aussitôt, l'engin stabilisé, Gunther allume le brûleur, placé au milieu de 4 bouteilles de propane. Il est 3 heures du matin. Sans autre bruit que le sifflement du gaz, la montgolfière de 750 kg s'élève lentement. Lorsqu'elle atteint l'altitude de 2500 mètres, la température devient glaciale. Julie étreint le plus jeune de ses fils, transi et effrayé. Une question obsédante accapare l'esprit des fugitifs. Le ballon
se dirigent-ils vers l'ouest? Ou bien, au gré des vents sans cesse changeants, dérivent-ils au-dessus du pays qu'ils essaient de fuir au péril de leur vie? La réponse venue du sol ne tarde pas à leur parvenir. Des faisceaux de projecteurs fouillent l'épaisseur des ténèbres et des salves de tirs antiaériens s'épanouissent en corolle autour de la nacelle. Les passagers se pressent les uns contre les autres, terrorisés. 23 minutes après le décollage, les 44 kilos de propane épuisés, le ballon chute brutalement et s'écrase devant une grange dans un fracas épouvantable. La lueur de la lune éclaire 2 véhicules abandonnés devant le bâtiment. Gunther, miraculeusement indemne, comme les 7 autres passagers, scrute les parages avec anxiété. Son regard se fixe sur l'entrée de la grange. Il détaille les véhicules. Et puis, au bout d'un moment, la gorge nouée, il chuchote à sa femme. « Regarde là-bas, les plaques d'immatriculation du tracteur et du minibus. »« Oh, ce sont des plaques de l'Allemagne de l'Ouest !» s'exclame Julie, incapable de retenir ses larmes.